Pourquoi espace mondial? Mon rôle est de vous faire voyager, de vous emmener tout au bout de la Terre, d'essayer de comprendre que nous appartenons certes à une nation, probablement à un continent, mais nous appartenons de plus en plus, peut-être plus prioritairement qu'on ne le croit, au monde dans sa globalité. Et pour essayer de voir ce qu'il y a de riche, de complexe, hélas de douloureux, derrière le monde, je voudrais essayer d'abord de dégager quelques perspectives de l'espace mondial, et ensuite expliciter devant vous le contexte pédagogique de cet enseignement. Je voudrais que vous compreniez à l'issue de ces 2 heures que, en réalité, espace mondial, c'est un peu non seulement la French touch, la touche française, la distinction française, mais peut-être la Sciences Po touch. C'est un enseignement qui n'existe qu'à Sciences Po. Regardez dans la nomenclature des cours professés en France, en Europe, dans le monde, l'espace mondial, c'est nous. Et j'espère que ce sera vous. Alors, essayons ensemble de lever le voile. Qu'entend-on par espace mondial? Des perspectives, un contexte. Les perspectives, dans mon esprit, elles sont triples. Premièrement, vous offrir un référent pour l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui agir dans le monde autrement qu'en se rapportant au monde dans sa globalité. J'espère que vous trouvez mon propos banal, parce que si vous ne le trouvez pas banal, c'est que vous n'êtes pas dans votre époque. Quand moi j'étais étudiant dans cet amphi, qui a à peine changé depuis ce tout petit nombre d'années qui me séparent de l'époque où je suis entré à Sciences Po, dans la dynamique de mai 68, il ne venait à l'esprit de personne de considérer que la décision politique se situait dans la mondialité. On nous apprenait à nous définir par rapport à l'État, par rapport aux collectivités locales et par rapport à une Europe assez lointaine et abstraite. Aujourd'hui, ce que je voudrais plaider tout au long de ce cours, c'est qu'il n'y a pas de décision, à quelque échelle que ce soit, qui ne se rapporte à une réflexion sur la mondialité. Statistiquement, la chance est élevée que le futur président ou la future présidente de la République française soit dans cet amphi. Bien entendu, il devra se définir par rapport au monde. Mais il en est de même du directeur d'une agence bancaire, d'un chef d'entreprise, d'un syndicaliste, d'un journaliste, d'un professeur, de toutes les corporations. Petit jeu que je vous propose pour ce soir. Chaque jour de cours, je vous proposerai un jeu. Comptez le nombre d'actions internationales que vous accomplissez dans une journée. Si vous n'en trouvez pas une centaine, c'est que vous ne savez pas compter, ou que vous ne comprenez pas ce qu'international veut dire. En lisant, en consommant, en regardant la télévision, en vous habillant, en vous promenant, en prenant l'avion, en téléphonant, en jouant sur le net, vous accomplissez des actes internationaux. Donc la mondialité, c'est ce qui structure consciemment et le plus souvent inconsciemment votre action. Référent pour l'action. Référent, deuxièmement, pour l'identification. C'est-à-dire que nous allons, tout au long de ce cours, rencontrer une question dont vous voyez à travers la presse, à travers le discours politique, à travers le café du commerce ou le café du bisu, vous voyez et vous verrez à quel point la question d'identité est obsédante. Se définir, se situer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se situer dans le monde.
Toute réflexion identitaire est une réflexion que je porte sur l'autre, dont je décide qu'il est différent de moi. C'est comme ça qu'on construit son identité, face à l'autre, l'autre dont je suis, par définition, différent. Eh bien, l'autre, cette altérité, vous la construisez, vous la trouvez uniquement dans le contexte de la mondialité. C'est la raison pour laquelle l'espace mondial est un lieu de construction permanente de l'identité. Référent, enfin, par rapport à l'espace. Nous sommes dans un monde de spatialisation multiple, et c'est ça qui est difficile. Autrefois, c'était très simple. On avait une identité, c'était l'identité nationale. On se référait à une carte qui plaçait notre pays dans le monde, et c'était tout. Aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène de spatialisation multiple. Nous sommes en même temps français, européens, chrétiens, occidentaux, juifs ou musulmans, hommes, femmes, professeurs de sciences politiques. Et à chaque fois, vous comprenez que ces identités renvoient à des spatialisations multiples. Renvoient aussi, et ça, j'y accorderai dans ce cours une attention toute particulière, renvoie à des ordres de grandeur. Je vous donnerai pas mal de chiffres. Je ne vous demande pas de mémoriser tous les chiffres que je vais vous donner. Mais en revanche, vous devez avoir en tête les ordres de grandeur. Sachez quand même que le 1,344 milliard d'habitants que compte la République populaire de Chine mérite, ordre de grandeur, à être mis en perspective avec les 98 000 habitants de l'île de Grenade. Grenade, seule victoire militaire des États-Unis depuis 1945, c'était en 1983. 98 000 habitants à Grenade, État membre des Nations Unies, souverain. Et Tuvalu, vous connaissez Tuvalu? C'est un État souverain, membre des Nations Unies. 9 600 habitants. Eh oui, la Chine, 1,344 milliard d'habitants, Tuvalu, 9 600 habitants, ont tous les deux un siège et la même voix aux Nations Unies. Ordre de grandeur. Et il y en a des ordres de grandeur. Tiens, quelques chiffres, justement, on commence. Le budget annuel de l'organisation internationale, la FAO, Food and Agricultural Organization, 677 millions. Le budget annuel du Manchester United, vous connaissez le Manchester United? Le budget annuel du Manchester United. Je vous rappelle que la FAO a pour fonction de veiller à ce que la population mondiale soit nourrie à sa faim. Je vous rappelle 677 millions de dollars. Combien pour le Manchester United? 1,4 milliard. Je pourrais continuer. Le budget des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, dont nous parlerons souvent, faute qu'on en parle dans les milieux dirigeants du monde. Le budget annuel de l'opération du maintien de la paix des Nations Unies, c'est 7 milliards de dollars par an. Le coût de la guerre en Irak 2003 a franchi les 1000 milliards. 1000 milliards de dollars. Je vous répète, pour toutes les opérations de maintien de la paix par an, les Nations Unies consacrent 7 milliards de dollars. Oh, on pourrait continuer, mais est-ce que c'est bien utile? Le totalitarisme, l'une des plaies de notre XXe siècle, et hélas, un peu encore au XXIe siècle, a fait 100 millions de morts. 100 millions de morts. 100 millions. Mais le sous-développement a fait plus de 600 millions de morts par an.
Et je vous répéterai, vous compterez le nombre de fois que je vous le répéterai. Toutes les 3 heures, la faim dans le monde fait 2800 morts. Toutes les 3 heures, l'équivalent de l'attaque sur le World Trade Center du 11 septembre 2001. Parle-t-on pour autant de War on Hunger? Tous les jours, vous avez l'équivalent de 8 attaques sur le World Trade Center. 8 attaques sur le World Trade Center à cause de la faim dans le monde. Alors vous pourriez dire que c'est démagogique, que c'est jouer sur les sentiments. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui meurt de faim se préoccupe de savoir si on joue sur les sentiments des autres. Mais surtout, si je vous dis ça en ouverture de ce cours, c'est pour déjà vous en montrer l'une des perspectives essentielles. Est-ce qu'on regarde toujours dans la bonne direction quand on parle d'espace mondial? Est-ce que la faim dans le monde n'est pas, au demeurant, plus important que l'éventuelle bombe iranienne ou de la prétendue bombe nord-coréenne? Est-ce que les questions stratégiques sont à ce point dominantes sur les questions sociales internationales? Est-ce que notre monde aujourd'hui n'est pas en fait dominé par une gigantesque question sociale internationale? Vous comprenez que ça, c'est une des perspectives essentielles. C'est pour ça que je parle d'espace mondial, c'est-à-dire non pas des relations interétatiques. Vous avez entendu espace mondial, vous n'avez pas entendu relations internationales, mais pour voir le monde, hélas, dans quoi? Dans sa souffrance. Ce cours, mesdames et messieurs, pourrait être intitulé « Les souffrances mondiales ». Voilà ce que sont les perspectives. Agir, s'identifier et ensuite savoir se situer.